Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'or et d'argent. Il y a des choses qui se passent qui sont passionnantes sur ces marchés. On a l'or qui a atteint les 3 000 $ l'once jeudi dernier pour la première fois de son histoire. On a des centaines de tonnes d'or et d'argent qui transitent de Londres vers New York. On a Trump qui parle d'auditer la Fed. Bref, l'actualité est très riche. C'est pour ça que je vous fais aujourd'hui une vidéo sur ce sujet avec, en introduction, on va parler un petit peu des monnaies. On va parler de l'environnement, monétaire, bien entendu, les banques centrales, les déficits et cetera. Une vue d'ensemble sur le secteur et enfin la situation actuelle et les perspectives sur ces marchés. Une monnaie, les caractéristiques d'une monnaie, ça doit être une unité de compte. On doit pouvoir, acheter biens et services dans cette monnaie. Un intermédiaire des échanges et une réserve de valeur. Là, c'est un élément important à garder en tête. Je vais vous amener très, très loin en arrière pour vous parler des monnaies. Et c'est un très bon exemple, c'est le denarius qui était la monnaie sous, l'Empire romain qui, à l'origine était, pure, qui contenait donc 100 d'argent, 4 grammes d'argent. Et la tentation des monnaies, des gouvernements, des empires a toujours été la même, c'est d'augmenter la quantité de monnaie en circulation pour financer les guerres, l'expansion, les programmes sociaux, et cetera, et cetera. Et ça mène en fait à une dégradation de la monnaie, à une perte de confiance, à l'inflation et à la chute de la monnaie. Donc, on le voit ici, 100 pur, ça a été mélangé avec du zinc notamment et d'autres métaux de moindre valeur. À la fin, le denarius ne contenait quasiment plus d'argent. On a eu une très forte inflation et c'est une des raisons qui a précipité la chute de l'Empire romain. On a un exemple ici avec le dollar, un petit peu plus récent quand même. Vous voyez les taux de convertibilité. Même chose en fait, hein, à chaque fois, le dollar était convertible en or jusqu'en 1971 et à chaque fois en fait, pour financer la crise des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, et cetera, avec, la même quantité de dollars, on avait une convertibilité avec moins d'or pour les dollars qu'on amenait à la banque. Donc voilà, aujourd'hui et depuis 1971, le dollar ne repose que sur la confiance de ceux qui le détiennent. Le pouvoir d'achat du dollar de 1913 date de la création de la réserve fédérale américaine à 2023. Le dollar a perdu 97% de sa valeur pour les raisons que j'ai évoquées auparavant. On va parler un petit peu de l'environnement monétaire et tout de suite, avec les graphes, parlent d'eux-mêmes. On a ici la taille, le bilan de la réserve fédérale américaine en marron. On a, la Bank of Japan en bleu et la, Banque centrale européenne en vert. Si j'avais mis la Bank of England, ça aurait été la même chose, la même trajectoire. Ce qu'on voit, c'est que, pour faire face à la crise de 2008, les banques, qu'est-ce qu'elles ont fait, les banques centrales? Elles ont fait ces programmes de quantitative easing qui consistaient à augmenter donc du coup la taille de leur bilan, à créer de la monnaie et les investir sur les marchés financiers. Donc les marchés financiers ont bénéficié de ces milliers de milliards de dollars, de yens, d'euros, de livres sterling qui sont venus se déverser sur ces marchés, qui ont fini aussi par atteindre l'économie réelle, d'où l'inflation qu'on connaît depuis ces dernières années. Voilà. La masse monétaire, elle s'est envolée. Ça, c'est aux États-Unis. Vous le voyez ici. Pas besoin de commentaires supplémentaires. Le déficit budgétaire, il est énorme. Il est de 2 000 milliards par an environ aux États-Unis. C'est très bien de parler de croissance américaine. Il faut en parler. Mais par contre, c'est bien aussi de mettre en balance le déficit qui va avec. Parce que là, on est, comme vous le voyez, c'est un graphe qui remonte à 1930 et on est sur des niveaux très élevés historiquement. La France n'a bien évidemment, rien à envier aux Américains concernant le déficit budgétaire, la dégradation de sa dette, et cetera, avec encore moins de croissance. Ce qui mène à une explosion de la, dette fédérale américaine aujourd'hui à 36 000
milliards de dollars. C'est énorme. Les besoins en termes de refinancement dans les années qui viennent sont aussi très forts. Je crois que cette année, seul, il y a 7 000 milliards de dollars qui doivent être refinancés, de dettes qui doivent être refinancées. Donc là, on arrive à des niveaux qui sont difficilement soutenables. Voilà ce que ça nous dit un petit peu, ces chiffres, ces graphes. On est dans un environnement en fait où la quantité d'argent a explosé. Du coup, les monnaies papier se sont affaiblies quand on augmente la taille, quand on augmente la quantité d'argent en circulation. Forcément, les euros que vous détenez ne vous permettent pas d'acheter autant. Votre pouvoir d'achat baisse. Concernant le secteur de l'or et d'argent, on a ici les réserves d'or par pays. J'ai juste un commentaire à faire. Je doute que la Chine ne détienne que un peu plus de 2000 tonnes d'or. Je pense que ces réserves sont largement sous-évaluées et qu'elle attend le bon moment pour officialiser les stocks réels. Voilà. On voit un petit peu comment se compose ce marché de l'or avec les bijoux qui représentent une part assez importante, avec la demande qui vient notamment de Chine et d'Inde. On a la partie investissement et banque centrale, donc la partie monétaire, on va dire, banque centrale qui détiennent environ 18% de l'or total en circulation. Et voilà pour l'or. Les banques centrales achètent de l'or, notamment des pays des BRICS, notamment, on va dire, tout ce qui se passe à l'Est. Ils achètent massivement en fait de l'or ces dernières années. Au début des années 2000, c'est un actif qui était totalement délesté et les banques centrales avaient tendance à s'en débarrasser. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Concernant l'argent, la composante industrielle est bien plus forte que celle de l'or. Donc vraiment, quand on parle d'argent, il y a une composante, on va dire, investissement et la composante industrielle. Investissement, on est à 26%. Industriel, à près de 50%. Vous voyez le reste. Et ce qu'on peut dire, c'est que la demande ces 10 dernières années a augmenté, la demande d'argent. Notamment, elle a explosé dans le secteur du photovoltaïque, les panneaux solaires. Voilà, on comprend bien pourquoi. Électrique aussi, électronique avec les smartphones et notamment les générations 5G consommatrices en argent, alors que la production a diminué. Donc, on a un déficit entre l'offre et la demande. Vous le voyez ici. L'année dernière, le déficit était d'environ 7000 tonnes, ce qui est quand même assez substantiel. Et quand on a un déficit comme ça entre l'offre et la demande, en général, c'est le prix qui va être la variable d'ajustement. Vous voyez ici le cours de l'or et de l'argent, des cours historiques. Ce que nous dit ce graphe, c'est que, notamment, que l'or est largement au-dessus de ses plus hauts historiques dans les précédents pics, contrairement à l'argent, qui n'a pas encore atteint. Il est autour de 33-34 dollars, alors qu'il avait atteint les 50 dollars. Voilà, donc ça peut être une marge de progression importante pour l'argent si l'argent devait atteindre et dépasser ses plus hauts historiques. Qu'est-ce qui impacte le prix de l'or? L'offre et la demande, oui. La valeur du dollar américain, puisque c'est un actif qui est libellé en dollars. Les taux d'intérêt réels, on va le voir dans le slide suivant. La politique monétaire, je l'ai indiqué, on en a parlé. Les incertitudes géopolitiques, économiques, etc. Bien entendu, l'or a toujours joué ce rôle de valeur refuge à travers les siècles. Et enfin, la spéculation. Alors, ce graphe est très intéressant. On voit en bleu les taux d'intérêt réels, donc les taux d'intérêt ajustés de l'inflation, qui étaient négativement corrélés, mais quasiment parfaitement corrélés au prix de l'or. La raison, elle est très simple. Quand vous laissez, vous laissez votre argent sur un livret A qui rapporte 2% et que vous avez une inflation qui est à zéro, votre pouvoir d'achat augmente. Aucune raison d'investir dans l'or qui vous rapporte rien. À l'inverse, si votre livret A vous rapporte 2%, mais que l'inflation est de 4%, vous allez perdre en pouvoir d'achat. Et dans ce cas-là, autant investir dans l'or qui va vous permettre de maintenir ce pouvoir d'achat. On a eu une décorrélation du coup en 2022. Alors, deux hypothèses. Une, c'est avec la crise Covid et l'explosion des déficits budgétaires, de la dette qui du coup équivaut à de la création monétaire, tant qu'elle n'est pas détruite. Ou alors les fameux 300 milliards de dollars qui appartenaient à la Russie et qui du jour au lendemain n'ont valu plus rien et qui a été un signal très fort envoyé aux pays, à d'autres pays, notamment au Moyen-Orient, en Asie, en Chine, etc., les BRICS,
qui ont reçu le signal comme quoi, si jamais ils devaient se brouiller avec l'administration américaine, les actifs qu'ils avaient en dollars, désolé pour lapsus, ne pouvaient plus rien valoir du jour au lendemain. Voilà, ça c'est mon hypothèse privilégiée. Ici, on voit un ratio matière première action. Voilà, c'est une indication. On pourrait être face à un plancher et donc, dans les mois à venir, trimestres à venir, avoir une rotation du capital. Donc, du coup, des actions vers les matières premières, comme on a vu plusieurs périodes, avec un dollar, comme vous le voyez en bleu, qui pourrait lui aussi avoir atteint un pic et donc être amené à baisser. On a ici la comparaison, en fait, c'est à titre indicatif, hein, de l'or qui a augmenté depuis 1990 de 636%, avec la dette fédérale américaine, par exemple, de 1000%, le S&P de 1500%, la base monétaire de 1700% et l'immobilier de 241% aux États-Unis. On a vu pour le dollar, on est peut-être voilà, à un pic. Euh, voilà, et là, c'est le ratio or-argent. Et ce ratio était historiquement d'environ, avant le XXe siècle, de 14 pour 1. Donc l'or était 14 fois plus cher que l'argent. Aujourd'hui, elle est 88 fois plus chère que l'argent. Ce que ça indique, c'est que l'argent est historiquement bon marché par rapport à l'or. Et que si donc, du coup, ce ratio était amené à revenir vers sa moyenne historique, on aurait tout intérêt aujourd'hui d'investir dans l'argent plutôt que dans l'or. Un graphe très très intéressant, ce sont les cours de l'or dans diverses devises des marchés émergents en 2024. Vous le voyez là, par exemple sur la gauche, la monnaie nationale nigériane qui s'appelle le Naira s'est effondrée l'année dernière. Ceux qui avaient investi dans cette devise en or ont vu du coup leur investissement rapporter 121%. Et donc, l'or a fait ce qu'elle a toujours fait, c'est-à-dire préserver le pouvoir d'achat dans une monnaie qui s'effondre. Voilà, c'est très clair ici et c'est très intéressant de mettre ça en perspective. La situation actuelle et les perspectives, vous le voyez. Alors, chez Fox News, on parle d'une réintroduction carrément de l'or dans le système monétaire international via l'introduction de bons du Trésor américain qui zéro coupon, qui sera adossé sur l'or, ni plus ni moins. Le gouvernement chinois autorise les assureurs à investir dans l'or. On a la réglementation Basel III qui arrive, qui va être mise en application le 1er juillet 2025 et qui considère l'or comme un actif non risqué éligible au capital Tier 1. On a la Banque centrale russe qui parle d'acheter, d'acquérir de l'argent. Et on a Trump qui relance l'idée d'un audit de Fort Knox. Fort Knox qui n'a pas été audité depuis des décennies et qui est le sujet de plein de fantasmes, de spéculations, comme quoi les coffres seraient vides, etc. etc. Je n'en sais rien. Ce dont je suis certain, c'est que si Trump demande un audit, c'est qu'il compte, c'est qu'il d'abord, il sait ce qu'il y a et il compte bien utiliser en fait le résultat de cet audit à des fins politiques. Ça, c'est une certitude. On a de très importants mouvements d'or physique, notamment qui vont du LBMA, donc le London Bullion Market Association, vers le COMEX et vers les banques partenaires, les bullion banks partenaires de la Fed, donc qui demandent la conversion de leur or, leur certificat, leur or, on va appeler ça leur papier, en or physique. Ça, c'est le COMEX a des niveaux quasiment jamais atteints. Et donc ça indique, encore une fois, ça peut indiquer une certaine défiance vis-à-vis du LBMA et leur capacité donc à posséder vraiment l'or et à le livrer. D'ailleurs, les délais de livraison sont passés de quelques jours à 8 semaines. Donc il y a un stress sur ce marché. Et comme je le disais, c'est peut-être aussi en vue de Basel III. Il y en a qui disent que c'est en vue pour les barrières douanières autant rapatriées aux États-Unis. Certains pensent qu'il n'y a pas le compte Fort Knox, donc ils rapatrient avant l'audit, ils vont tout rapatrier.
Je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un certain stress sur ce marché. Ça indique quand même des, événements à venir concernant, l'or et l'argent. En conclusion, l'environnement, monétaire, est bien entendu très favorable comme je l'ai indiqué. On est, à des niveaux de déficit, très importants, de dette, encore plus, de masse monétaire et cetera et donc un environnement extrêmement favorable aux métaux précieux. On a des récents mouvements qui indiquent, une possible réintroduction de l'or dans le système monétaire, international. En tout cas, on n'a jamais été aussi proche. Je ne sais pas si ça sera une réalité, très proche, mais en tout cas, on peut réfléchir, on peut, considérer ça comme un événement qui est loin d'être, nul en termes de probabilité. On a un risque financier en termes d'actifs financiers, de géopolitique, d'économique et donc ça aussi c'est très favorable, à l'or et l'argent. Je mettrai quand même une petite pièce sur l'argent, pour les raisons que j'ai évoquées avant, l'offre et la demande et cetera. Le rattrapage que devrait, faire l'argent sur l'or. Je pense que ça peut être un actif qui, brillera de mille feux dans les, mois, trimestres et années à venir. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai très heureux d'y répondre et puis en attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.